c'est une des choses que j'ai essayé de montrer dans le livre aussi. Alors attendez, hop, le second graphique, voilà, où vous voyez que la dépense sociale est décomposée par dépenses d'éducation, dépenses de santé, et en dernier lieu, autres dépenses. Ces autres dépenses, ce sont typiquement ces programmes très focalisés. À l'époque, le fonds CODES principalement. Ces programmes extrêmement focalisés sur les régions les plus pauvres et sur des actions très visibles. Donc Fujimori l'a largement, vous voyez que cette ligne décolle à partir de 90, Fujimori a largement utilisé ce moyen-là. Et ce que je veux vous montrer avec ce tableau, c'est que c'est payant électoralement, puisque dans les régions, districts, là il s'agit de régions, dans les régions dans lesquelles les dépenses fonds CODES, donc qui est le grand programme focalisé sous Fujimori, ont été les plus fortes, le vote pro-Fujimori entre 93 et 95. Pourquoi ces deux dates? Parce que 92 c'est l'autogolpe de Fujimori. 93 c'est la demande de ratification de la Constitution. Nouvelle constitution par Fujimori. Et 95, c'est l'élection présidentielle qui a permis la réélection d'Alberto Fujimori. Alors, l'enjeu pour lui était, après son coup d'État, de pouvoir être réélu et de regagner la faveur des provinces, des districts. Et la réponse, il a amélioré, j'ai voté pour lui parce qu'il a amélioré les infrastructures publiques ou parce qu'il a construit des écoles, c'est une réponse typique des catégories défavorisées. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Alberto Fujimori a su utiliser les programmes de lutte contre la pauvreté pour servir son image et avec des inaugurations en grande pompe, enfin les Péruviens ici s'en rappellent certainement, des écoles, des ponts, etc. Il a su utiliser cela pour servir son image et ça a été payant en 95. Keiko Fujimori s'en rappelle aujourd'hui et Ollanta, elle s'y réfère explicitement. Vous avez vu dans le petit extrait que j'ai passé, elle se réfère explicitement aux œuvres de son père dans les régions les plus défavorisées. Une boule de cristal, personne ne l'a. Mais à partir de tous ces éléments historiques que j'ai pu analyser dans mon livre, quels sont les éléments en faveur de Keiko et ceux en faveur d'Ollanta? Alors, Ollanta d'abord, Ollanta a l'atout de ses origines indiennes. Hein. Sa famille est originaire d'Ayacucho, qui est donc au cœur des Andes, et son père est le fondateur du mouvement dit ethno-cacériste, dans lequel Ollanta a été engagé tout au long des années 80 et 90. Le courant ethno-cacériste, c'est un courant, disons, nationaliste, qui milite pour une patrie indigène qui comprendrait des territoires aujourd'hui situés au Pérou, en Bolivie, en Équateur, au Chili et même dans une partie de l'Argentine. Alors, bien qu'Ollanta ait pris ses distances vis-à-vis de cette idéologie aujourd'hui, il reste identifié par nombre d'électeurs andins comme l'un des leurs, tout simplement. Et historiquement, on a pu voir à quel point ça avait pu servir certains candidats. Je pense à Alejandro Toledo en 2000 du Partido Popular, qui était un métis, lui aussi, de la Ciel, qui mettait en avant son origine indienne systématiquement pour accéder à la présidence. Et c'était le premier président, d'ailleurs, indien depuis l'indépendance du Pérou. Donc ici, vous avez la carte du vote pro-Ollanta Humala à droite au premier tour de ces élections, des élections qui ont lieu en ce moment. Vous voyez à quel point il a la faveur des Andes, et notamment des Andes du Sud. Et à côté, en noir et blanc, je vous ai mis la carte pour mémoire des élections de 2001, c'est-à-dire la fin de la période fujimoriste, l'arrivée au pouvoir à la présidence d'Alejandro Toledo,
Et donc vous voyez à quel point elles sont quasiment calcables, ces cartes. Ce sont presque les mêmes cartes. Le soutien territorial, mis à part peut-être l'Amazonie, ça fait une grosse masse en haut là, mais en fait bon, il n'y a personne là-dedans, hein, donc attention, ça fait une grosse masse noire, mais bon, c'est rien en termes de... Bien sûr, ce n'est pas rien pour la biodiversité, mais en termes de nombre d'électeurs, c'est très faible. Donc, ces deux cartes sont pratiquement calcables, et ça, c'est très fortement lié aux origines indiennes de ces deux candidats et au fait que l'électorat indien s'identifie plus facilement à l'un des leurs. Pour Lima, à l'inverse, là je vous ai remis, donc après la carte que vous avez là en noir et blanc, de l'élection d'Alejandro Toledo en 2001, au Pérou en son entier, vous avez ici la même élection, mais pour Lima. Vous voyez, ça c'est Lima. Le cœur de Lima, ce sont les districts les plus riches, hein, comme de nombreuses villes latino-américaines, et plus on s'éloigne, plus on entre dans les quartiers défavorisés. Et là, Alberto Fujimori, à l'époque, vous voyez, avait bénéficié du soutien des districts les plus riches. Pourquoi parce que Alejandro Toledo, pardon, je commençais à me perdre, était un Indien qui avait fait ses études à Stanford d'économie, qui était plébiscité par les districts riches de Lima pour son orthodoxie libérale. Alors là, il y avait une véritable dichotomie entre le vote des pauvres au Pérou en son entier et le vote des pauvres à Lima. Hein. Alors Humala, lui, pas de chance, il ne bénéficie pas, comme ça avait été le cas pour Alejandro Toledo, du vote des districts favorisés de Lima, puisque lui n'est pas du tout identifié comme un libéral, bien loin de là, et il fait peur. Par ses discours, en tout cas par les discours radicaux qu'il a pu avoir lors de sa campagne en 2006, par le soutien de Chavez en 2006, etc. Donc, pour conclure sur cette petite digression avec Toledo, le Ollanta Humala va très certainement, comme Alejandro Toledo, bénéficier du soutien des pauvres au Pérou des Andes, mais pas du soutien des districts favorisés de Lima. Voilà. Keiko, elle, à l'inverse, va certainement bénéficier du soutien de d'une bonne partie de Lima. En tout cas, elle risque de gagner dans bon nombre de districts à Lima, puisque elle est, pour son programme, disons, d'obédience, d'orthodoxie libérale, plébiscitée, elle risque d'être favorisée par les districts riches. Et par ailleurs, les districts pauvres de Lima, historiquement, ont voté pour son père. Je vous ai mis ici les corrélations entre, entre le vote fujimoriste et le taux de pauvreté à Lima. Et ce qu'on voit, c'est que c'est significatif, très significatif. Les quartiers pauvres de Lima votaient davantage en faveur de Fujimori. Les 5 dernières années, les régions en foncé ont voté davantage en faveur de Fujimori. Donc, cette carte montre que peu à peu, sur la dizaine d'années du gouvernement Fujimori, l'électorat pauvre a pris ses distances avec le Fujimorisme. Donc, on peut s'attendre à un vote pour Keiko très faible dans les Andes et très fort pour Ollanta. Voilà, donc, alors vous me direz, on est bien avancé, puisque en gros, on dit que Keiko a de bonnes chances de l'emporter à Lima, alors que Ollanta a de bonnes chances de l'emporter dans les Andes du Sud. Alors certes, Lima c'est 40% de la population, mais pour autant va-t-elle gagner ? Qui sait, moi je ne sais pas, je peux pas vous dire, mais en revanche ce que je sais, et ce que j'ai appris lors de l'étude qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est que l'abstentionnisme est très fort au sein des pauvres des Andes, alors qu'il est faible
pour les pauvres de Lima. Et ça, vous le voyez ici sur ces graphiques, ça c'est l'abstentionnisme depuis la transition démocratique au Pérou des provinces péruviennes, c'est-à-dire des Andes, d'Amazonie, de l'ensemble du territoire péruvien, pour chaque élection présidentielle en fonction de leur niveau de pauvreté. Et ici, on voit clairement que plus les provinces sont pauvres au Pérou dans son ensemble, plus elles sont abstentionnistes. A l'inverse, et c'est un des résultats intéressants de l'étude que j'avais faite, à Lima, plus les quartiers, les districts sont pauvres, et moins ils sont abstentionnistes, plus ils sont participatifs. Donc on a de bonnes chances à cette élection, si on continue sur les mêmes tendances, pour que les pauvres de Lima votent beaucoup, et beaucoup plutôt en faveur de Keiko Fujimori, et que les pauvres des Andes votent peu, et donc peu en faveur d'Ollanta Humala. Donc c'est un argument électoral plutôt en faveur de Keiko Fujimori si on essaye de faire un peu de prédiction. Voilà. Qui rappellera des souvenirs à certains de l'époque fujimoriste. Vous voyez que rien n'a changé. C'est un article qui explique que Keiko Fujimori aujourd'hui distribue de la nourriture. Il me semble qu'on est un peu plus sur la fragilité de la démocratie.